Bien, on s'était quitté la dernière fois sur une diapo qui parlait de tous les paramètres, qu'il existait deux variables spéciales qui permettent d'indiquer qu'on veut accéder à tous les paramètres en bloc. On a deux, donc ces deux variables-là, on a $étoile qui renvoie donc une chaîne de caractères avec tous les paramètres séparés par des espaces, donc en fait tels qu'on les a passés sur la ligne de commande. Et on a $arrobase qui renvoie tous les paramètres, tous ces mêmes paramètres là, mais cette fois-ci chaque paramètre est encadré par des guillemets. Et j'avais dit donc que la différence était subtile mais essentielle, et on va voir exactement pourquoi elle est effectivement essentielle. Prenons un premier exemple où on va utiliser le $étoile directement en ligne de commande, tel quel, sans apporter aucune modification à cette écriture-là. For param in $étoile, do echo $param donne. Donc c'est une boucle qui va afficher tout simplement les paramètres qu'on passe en ligne de commande, qu'on passe donc qui sont contenus dans le $étoile. $étoile, je rappelle, représente tous les paramètres passés à notre script. J'appelle notre script et je l'appelle en échappant le caractère espace de certains paramètres pour dire je ne veux pas que ce soit un séparateur de paramètres, mais c'est vraiment un espace qui est dans le paramètre. Donc je fais un ./test pour lancer mon script et je lui passe en fait trois paramètres. Le premier c'est A espace B, mais j'ai mis un backslash de manière à ce qu'il ne me prenne pas un A comme premier paramètre et un B comme deuxième paramètre. J'ai bien un premier paramètre qui est A espace B, espace, donc deuxième paramètre qui vient derrière, C espace D, donc c'est pour ça que j'ai le backslash devant l'espace qui se trouve dans C espace D, espace, troisième paramètre, E espace F. Qu'est-ce qui se passe? J'obtiens l'affichage A, B, C, D, E, F. Et finalement, c'est pas l'affichage que je souhaite avoir, puisque en fait, j'ai passé à ma commande test, je lui ai passé trois paramètres, A espace B, le deuxième, C espace D, le troisième, E espace F. Et j'attendais à ce que ça m'affiche A espace B, deuxième ligne, C espace D, troisième ligne, E espace F. Et je n'ai pas du tout ça. Pourquoi? Eh bien, le $étoile, il est remplacé, on a vu, par la liste des paramètres encadrés par des guillemets. Et la liste des paramètres, c'est quoi? Eh bien, c'est A espace B, espace, C espace D, espace, E espace F. Tout ça entre guillemets. Si je remplace ce $étoile par ce à quoi il correspond, c'est-à-dire entre guillemets A, espace B, espace C, espace D, espace E, espace F, tel que je l'ai expliqué juste avant, même si les espaces qui sont dedans, certains sont des espaces qui étaient dans des paramètres et d'autres qui étaient dans des séparateurs de paramètres, mais au final, on aboutit bien quand même à cette chaîne A, espace B, espace C, espace D, espace E, espace F, encadrée par des guillemets. Si je remplace donc le $étoile par cette chose-là, j'obtiens donc le for param in entre guillemets A espace B espace D C espace D espace E espace F. Ça c'est la manière dont c'est transformé, et la dernière ligne que je vous présente là, c'est comment elle est interprétée. Finalement elle est interprétée sous la forme, dans le script, for param in A espace B espace C espace D espace E espace F. Donc on a bien 6 affichages, puisque chaque lettre du paramètre passé entre guillemets derrière va être interprétée individuellement. Donc voilà le résultat quand on utilise le $étoile. Deuxième exemple, on va utiliser le $arrobase. Donc on a vu que le $arrobase, lui, il n'encadrait plus tous les paramètres globalement mis bout à bout avec des guillemets, mais qu'il encadrait chaque paramètre avec des guillemets séparément. Donc j'ai le même script, le même appel, et le même affichage. Je n'ai toujours pas ce que je cherche. Explication, le $arrobase signifie donc entre guillemets A espace B, espace entre guillemets C espace D, espace entre guillemets E espace F. Ça c'est la manière dont il est transformé par le bash, le $arrobase, tel qu'il l'est
transformé dans mon script, tel qu'il est utilisé, pardon, dans mon script. Ce qui me donne donc la ligne suivante, quand il va remplacer le dollar arrobase par son équivalence, on va donc aboutir à for params in 3 paramètres cette fois-ci, et non plus un seul paramètre comme précédemment, 3 paramètres qui sont un premier paramètre A espace B, espace, un deuxième paramètre C espace D, espace, un troisième paramètre E espace F. Mais quand il va l'interpréter, les guillemets vont donc sauter, et on va aboutir à un for params in A espace B, espace C, espace D, espace E, espace F. Comme tout à l'heure, d'où l'explication du fait qu'on a encore un affichage, une lettre par ligne qui s'affiche. Exemple numéro 3, cette fois-ci, je vais prendre la précaution d'encadrer mon dollar étoile, de l'encadrer avec des guillemets. Et j'ai le même appel. Qu'est-ce que ça m'affiche? Cette fois-ci, ça m'affiche A, espace B, espace C, espace D, espace E, espace F sur une même ligne. Explication, dollar étoile correspond, donc va être remplacé dans mon script par la chaîne de caractères, entre guillemets, A, espace B, espace C, espace D, espace E, espace F, puisque le dollar étoile correspond à la liste de mes paramètres séparés par des espaces, et tout ça encadré par des guillemets. Le fait que moi je rajoute des guillemets, ça va me permettre de conserver un seul paramètre, A, B, C, D, E, F, donc qui va être utilisé, donc la première ligne, le for param in, que je montre, c'est comment le shell va la transformer avant de l'exécuter. Donc il va transformer notre dollar étoile en l'équivalent avec des guillemets, et moi j'ai mes guillemets autour, donc ça veut dire qu'on va avoir deux séries de guillemets, qui vont finalement se transformer au moment de l'exécution en un for params in, entre guillemets, A, espace B, espace C, espace D, espace E, espace F. D'où l'explication du fait qu'on a un affichage d'un seul paramètre, puisque notre boucle reçoit qu'un seul paramètre, une chaîne qui contient tous mes paramètres séparés par des espaces. C'est pas encore ce que je veux. Quatrième exemple, cette fois-ci je prends le dollar arrobas et je l'encadre avec des guillemets. Même appel, et là j'obtiens A espace B, deuxième ligne C espace D, troisième ligne E espace F. Super, c'est exactement ce que je cherche. Explication, le dollar arrobase donc signifie, est remplacé par tous nos paramètres encadrés chacun par des guillemets. Le fait que moi je rajoute des guillemets, ça va permettre de conserver les trois paramètres de manière atomique. Chaque paramètre va conserver son rôle de paramètre. À l'exécution, donc le shell va transformer le dollar arrobase par son équivalence, et comme j'ai mes guillemets tout autour, je vais donc aboutir à un for param in, entre guillemets, A espace B, espace, entre guillemets, C espace D, espace, entre guillemets, E espace F. Et c'est bien trois paramètres que ma boucle for va traiter, A, B, C, D, E, F. C'est exactement ce que je cherche. Ce qui m'amène à une règle d'or, on utilise toujours la syntaxe entre guillemets dollar arrobase. Alors vous allez me dire pourquoi il existe les autres syntaxes? Elles existent parce que on peut en avoir aussi besoin, mais dans 99,9% des cas, si c'est pas 100% pour vous, la réponse à votre besoin c'est entre guillemets dollar arrobase. Si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, c'est que très certainement vous avez besoin de cette écriture-là. Si vous avez besoin d'utiliser l'autre écriture, c'est que vous êtes dans un cas très particulier, et c'est pas un cas que vous allez rencontrer à votre niveau pour l'instant en tout cas. Donc retenez, utilisez pas le dollar étoile, utilisez le dollar arrobase. Je vous ai parlé du dollar étoile parce qu'il existe et que vous devez savoir qu'il existe, mais ne retenez, si vous devez retenir qu'une seule chose à ce stade de votre découverte de Bash, retenez le dollar arrobase entre guillemets pour traiter donc tous les paramètres passés à votre script. Petit rappel concernant les affectations de variables. Donc une affectation de variable se fait en utilisant le nom de la variable égale la nouvelle valeur. Et tout ça c'est collé, hein. Il n'y a pas d'espace devant ni derrière le égal.
Le problème avec les paramètres, c'est que les paramètres, on a vu que c'était des variables un petit peu particulières, qui contiennent donc un dollar, parce que toutes les variables contiennent un dollar quand on les utilise, quand on les exploite, pas qu'on les affecte, mais quand on les utilise leur contenu. Le dollar, et on a un numéro derrière, $1 pour le premier paramètre, $2 pour le deuxième, etc. etc. Quand on affecte, on enlève le dollar. Donc si j'ai une variable var à laquelle je veux affecter Toto, je fais var égale Toto, tout collé. Mais avec nos paramètres, comme les noms des paramètres ne sont pas, c'est pas du texte, c'est pas var et $var, c'est $1, par exemple le premier paramètre. Si je veux réaffecter mon paramètre $1, comme quand on affecte, on enlève le dollar, et ben ça revient à écrire 1 égale Toto. Ça va pas fonctionner. Pour ça, on a possibilité d'utiliser une autre syntaxe, mais cette syntaxe particulière, elle ne permet pas de réaffecter un seul paramètre. On doit réaffecter tous les paramètres en bloc, en une seule fois. Et on utilise une syntaxe un petit peu différente, qui est le mot-clé set, qu'on va mettre en tout premier, set espace, et on va juste spécifier les valeurs de nos paramètres. On va pas spécifier le numéro du paramètre. Mais on doit tous les indiquer. Alors tous, ou moins, ou plus que ce qu'on a comme paramètre, mais on ne peut pas réaffecter par exemple le paramètre 2 tout seul. Si on veut réaffecter le paramètre 2, il faudra réaffecter aussi le paramètre 1. Donc la syntaxe c'est set, valeur du paramètre 1, valeur du paramètre 2, valeur du paramètre 3, etc. etc. Encore une fois, si on a 3 paramètres dans notre commande et qu'on souhaite en réaffecter 2, on peut réaffecter 2, le troisième est perdu. Il n'y a plus 3 paramètres, il n'y en a plus que 2. Et si on veut en affecter 4, alors qu'il n'y avait que 3 paramètres à notre script qui avait été passé, ben on peut le faire aussi, et puis notre script maintenant il a 4 paramètres. Ça ne pose aucun problème, mais il faut le faire en bloc. Donc si je fais set espace Toto espace Titi espace Tutu, $1 vaudra Toto, $2 vaudra Titi, $3 vaudra Tutu. Et les anciennes valeurs sont perdues, et s'il y en a moins, eh bien on a plus de valeurs, et si on en avait plus, eh bien les valeurs en plus sont aussi perdues. On va parler des variables maintenant, avec un petit rappel. Des variables dans tous les langages permettent de stocker et de conserver des données. En Bash, c'est exactement la même chose, et on peut stocker des variables qui peuvent être soit numériques, soit des chaînes de caractères, soit des tableaux. On va voir les tableaux juste après. Deux syntaxes, donc, c'est encore des rappels, deux syntaxes pour manipuler une variable, l'affectation, donc on vient d'en parler, je remets une petite couche parce que je sais que c'est quelque chose qui est récurrent chez les étudiants, d'un mauvais usage, d'une mauvaise utilisation entre l'affectation et l'utilisation d'une variable, d'une mauvaise syntaxe que vous utilisez. Donc c'est nom de variable pour l'affectation, nom de la variable égale la valeur, tout ça collé, il n'y a pas de $, pas de $. Tout ça collé, pas d'espace ni devant ni derrière le égal. Exemple, âge égale 20. On affecte la valeur 20 à la variable âge. Si elle n'existe pas, eh ben elle est créée. Si elle existait, la valeur est remplacée. Pour l'utilisation, par contre, on met un $, devant le nom de la variable. Par exemple, echo espace $âge. Le $, doit être collé devant le nom de la variable. C'est pas $ espace âge, c'est $âge. Pour ôter toute ambiguïté, quand on est sur des expressions où on va par exemple concaténer le contenu d'une variable avec une chaîne de caractères, si on prend un exemple avec fic égale users et qu'on veut faire move fic dans fic_hold, cette écriture-ci, elle est ambiguë parce que le $fic_hold, Bash va comprendre que c'est une variable qui s'appelle fic_hold. Alors qu'en fait, c'est la variable fic à laquelle je veux venir concaténer le texte _hold. Donc ça ne fonctionne pas parce que ça va pas provoquer d'erreur, enfin ça va provoquer une erreur d'exécution, mais en tout cas pas une erreur de syntaxe, puisque le $fic_hold n'existant pas, pour lui ça va être une chaîne vide. Pour éviter ce genre d'ambiguïté, on isole le nom de la variable. Et on isole le nom de la variable, en utilisant des accolades autour du nom de la variable. Alors,
on écrit donc move $fic, alors là il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'il y a un espace derrière le fic, donc on peut le laisser comme ça, mais on peut aussi mettre des accolades autour de fic, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté qu'on n'a pas le droit de l'écrire de l'écrire comme ça. $fic, ou entre accolades fic, espace, cette fois-ci entre accolades fic, celui-là il est important, pour isoler le nom de la variable, pour dire c'est la variable qui s'appelle fic, son nom est entre accolades. Et je viens concaténer au contenu de cette variable-là, le texte _hold, ce qui va me permettre de renommer mon fichier users en users _hold. Alors on peut utiliser indifféremment, on peut utiliser des accolades ou des guillemets pour que la valeur soit prise en compte de façon atomique, notamment quand dans la chaîne de caractères, il y a des espaces. Exemple, nom égale entre guillemets Lara espace Croft, ça me permet d'affecter le texte Lara espace Croft à ma variable nom. Je peux faire la même chose avec des apostrophes, ça a le même résultat. On avait vu qu'en fait la différence est que si on utilise des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères, quand on est sur des apostrophes, il n'y a pas d'interprétation de la variable, c'est-à-dire que si on a un $non dedans, eh bien ça va rester $NON, les quatre lettres là qui vont être utilisées, alors que si on est entre guillemets, on va avoir une interprétation de la variable $non qui va être remplacée par le contenu de la variable de $non. Donc il n'y a pas de différence tant qu'il n'y a pas de dollar ou de caractères tels que \n ou ce genre de choses. On peut utiliser indifféremment les apostrophes et les guillemets. Si vous voulez vous prémunir de tout risque c'est parce que c'est exactement la chaîne que vous voulez et vous voulez pas qu'il interprète quoi que ce soit à l'intérieur, bah mettez toujours des apostrophes et vous n'aurez pas de problème. Une valeur d'affectation peut être de différentes natures. Ça peut être une variable en dur, directement dans le code, par exemple nom égale entre guillemets Toto. Ça peut être une autre variable, exemple fichier égale $source, donc là on a une variable source, et on veut affecter à la variable fichier, on veut lui affecter le contenu de la variable source. Ça peut être aussi le résultat d'une commande. Donc ce sont des rappels, ça on a déjà vu, mais je repasse une petite couche pour être sûr que ça vous remonte à l'esprit. Si j'ai un $ avec une seule parenthèse, le contenu qui se trouve dans la parenthèse est exécuté en tant que commande, et le résultat de cette exécution, c'est-à-dire que ce qui se serait affiché à l'écran, eh bien, est affecté à la variable qui est devant, nb égale. Donc nb égale $ entre parenthèses 4fic pipewc-l, 4fic, donc ça affiche, entre guillemets, ça envoie sur stdout le contenu de fichier, de fic. Comme on a un pipe, ça s'affiche pas, mais c'est passé à wc-l qui va compter le nombre de lignes. Si on s'arrête là, eh bien, le nombre de lignes s'affiche à l'écran, mais comme on a mis ça entre $ deux parenthèses, eh bien, ça s'affiche pas à l'écran, ça vient alimenter le contenu, ça vient affecter la variable nb. Ça peut être aussi le résultat d'un calcul, et là on n'a pas $parenthèse, une parenthèse, on a $deux parenthèses. Quand on a ça, à l'intérieur, on a une expression numérique, une expression arithmétique qui est évaluée, et le résultat est donc affecté à la variable qui se trouve devant. Seconde égale $deux parenthèses 24 x 60 x 60, eh bien, va faire 86 400, le nombre de secondes dans une journée. Et enfin, on peut aussi avoir une liste comme type d'affectation, une liste ou qu'on appelle aussi, enfin un tableau ou une liste, c'est la même chose, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un tableau en Bash est une série, une liste donc de valeurs, et les valeurs sont de nature quelconque. Elles peuvent être mixées, on peut avoir des valeurs numériques, on peut avoir du texte, mais on peut pas avoir d'autres tableaux. C'est la seule contrainte. Voilà, la seule limitation. On a des valeurs numériques ou des valeurs texte. Mais elles peuvent être mixées. Exemple donc de syntaxe, donc nom de la variable, égale, entre parenthèses, valeur 1, espace valeur 2, espace valeur 3, etc. Donc les valeurs sont séparées par des espaces et sont encadrées par des parenthèses. Alors vous trompez pas, on vient de voir sous forme de rappel le $, une seule parenthèse qui permet d'exécuter une commande et d'affecter à la variable le résultat de la commande. $deux parenthèses qui permet de faire un calcul numérique, un calcul arithmétique. Et cette fois-ci on a parenthèse tout court, mais il n'y a pas de $ devant. Donc vous mélangez pas les pinceaux.
Encore une fois, vous le notez dans un coin, et comme ça, vous référez à vos notes quand vous avez un doute. Donc, c'est nom de la variable égale, entre parenthèses, une série de valeurs séparées par des espaces. Exemple, moi égale, alors il n'y a pas d'espace ni devant ni derrière le égal, attention, c'est bien collé. Donc faites bien attention quand vous saisissez ça, ne mettez pas d'espace, sinon vous n'aurez pas le même résultat. Ça peut éventuellement provoquer une erreur de syntaxe, voire même ne pas provoquer d'erreur de syntaxe, et puis ça s'exécute, mais ça fait pas du tout ce qu'on veut. Moi égale, entre parenthèses, Jean, espace, Fève, espace, Mar, etc. Donc la liste des mois de l'année sous forme de 3 lettres. Donc là, on va créer un tableau, une liste de 12 éléments, de 12 chaînes de caractères. Autre exemple, course égale, entre parenthèses, les, espace 3, espace beurre, espace 250, espace E, espace 12, espace entre guillemets, petit pain, petit espace pain, espace 10. On voit que là on a une alternance de chaînes de caractères et de valeurs numériques. Alors ça pourrait être une liste de courses par exemple avec un ingrédient, quelque chose à acheter et une quantité derrière. Et donc on voit que ça pose aucun problème de mixer des valeurs chaînes et des valeurs numériques. Mais on voit aussi que le quatrième paramètre, enfin le septième en fait dans la liste, eh bien c'est une chaîne de caractères encadrée par des guillemets, ça pourrait être aussi des apostrophes, et ça signifie que ce petit espace pain, c'est une valeur à elle seule. C'est pas petit, une valeur, et une autre valeur qui serait pain juste derrière, c'est petit pain, qui est la valeur. Donc on a 4 chaînes de caractères, et on a 4 valeurs numériques. L'accès aux valeurs individuelles se fait de la manière suivante. Alors là, je vous dis tout de suite, si vous prenez pas de notes, c'est même pas la peine de suivre le cours, c'est impossible de se rappeler comme ça de toutes ces syntaxes, donc notez ça dans un coin, chaque syntaxe, parce qu'elles se ressemblent toutes, mais il n'y a pas pour longtemps à s'y perdre. Et vous allez par contre voir qu'elles ont tous j'ai dit elles se ressemblent tous, elles ont toutes un dollar accolade, donc ouvrante et fermante, et c'est à l'intérieur que ça change. Donc retenez déjà qu'il y a un dollar accolade ouvrante, accolade fermante pour englober le tout. Le nom de notre tableau et la manière et la syntaxe pour accéder à telle ou telle information de notre tableau, et on va voir justement comment on y accède et quelles sont ces différentes syntaxes et ce qu'elles signifient. L'accès aux valeurs donc individuelles se fait avec un dollar entre accolades, le nom de notre tableau ou de notre liste. Alors je vais dire tableau parfois, je vais dire liste parfois, c'est la même chose. Donc le nom de notre tableau et entre crochets l'indice auquel on veut accéder. Alors ça pour l'instant c'est quelque chose qui est assez commun, similaire à ce qu'on trouve dans d'autres langages, à part qu'on n'a pas le dollar accolade de chaque côté. Exemple, semaine égale lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur chacun sur 3 lettres, tout ça entre parenthèses, avec des espaces entre chaque paramètre, entre chaque valeur, pardon. Écho le 3e jour, et là j'ai dollar entre accolades, semaine entre crochets 2. Bien important de coller le crochet au nom de son tableau, au nom du tableau. Ça va afficher donc le 3e jour est semaine de 2 parce qu'on commence à 0. Donc l'indice 2, c'est bien le 3e élément de notre tableau semaine. Écho, le 1er jour, alors là on voit qu'on met entre guillemets, mais ça ne pose pas de problème puisque quand on a des guillemets, quand on y trouve un dollar quelque chose, il sait que c'est une variable et il va remplacer ça par le contenu de ce que ça représente. Si on met des apostrophes, on est d'accord, ça ne fonctionne pas du tout. On aura le texte tel quel, on aura le dollar qui va s'afficher, une accolade, les lettres du mot semaine, un crochet, 0, etc. Donc le 1er jour de dollar semaine de entre crochets 0, et tout ça entre accolades, il va nous afficher donc le 1er jour, donc à l'indice 0. Donc on a dit que ça commençait à 0. Maintenant j'affecte une variable num avec la valeur 6, et on voit le dollar num ième jour, donc j'ai pris soin de mettre mon num entre accolades. Pourquoi? Parce que j'ai un E qui vient derrière pour dire le 2e, 3e, 4e, le petit E qui vient derrière le chiffre. Si je mets pas d'accolade, et ben sinon il va prendre ma variable comme étant la variable nume, N-U-M-E. Donc
on voit bien qu'ici, il faut bien mettre des accolades. Donc le numième jour est $semaine de $num. Donc on voit qu'on a un dollar entre accolades semaine, pour dire c'est un tableau. Et entre crochets, on a le $num, et num, c'est une variable qui contient 6 là, eh bien il va utiliser le contenu de la variable à l'intérieur de mon expression pour accéder à mon tableau. Donc on a $2 imbriqués si on veut, quelque part, on a deux variables, l'une sert d'indice à l'autre, ça pose aucun problème. Attention, attention, attention. Si vous écrivez $ entre accolades semaine et que vous faites ou que vous même faites un écho $semaine, ça va pas planter. Et ça va même marcher, et c'est peut-être ce que vous voulez, mais très certainement c'est pas ce que vous voulez. Puisque ça va afficher la première valeur du tableau. Donc peut-être que c'est ce que vous voulez, parce que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne, et que c'est vraiment ce que vous voulez faire, mais je pense que si vous utilisez cette syntaxe-là, dans un premier temps en tout cas, en cours d'apprentissage, ça m'étonnerait que ce soit ce que vous voulez faire, parce que vous pensez peut-être accéder à votre tableau intégralement, et en fait vous accédez juste à l'indice 0, au premier élément de votre tableau. L'accès à tous les éléments d'un tableau se fait avec un $ entre accolades, on va le retrouver partout ce $ entre accolades. $ entre accolades, le nom de mon tableau, entre crochets arrobas, ou $ entre accolades, le nom de mon tableau, entre crochets étoile. Et là, ça fait tilt, on l'a vu juste précédemment avec les paramètres. On avait vu que c'était un $ arrobas ou un $ étoile. Et bien on retrouve exactement la même chose pour les tableaux, le arrobas ou l'étoile. Le comptage du nombre d'éléments dans un tableau se fait en mettant un dièse. Et donc c'est là où on va commencer à avoir des syntaxes similaires, je vous avais prévenu, et avec juste un petit caractère en plus qui a son importance. Là c'est le dièse. Le dièse c'est pour compter. Donc finalement on va compter en disant qu'on veut accéder à tous nos éléments, avec un $ nom du tableau entre crochets arrobas ou $ nom du tableau entre crochets étoile, mais on va mettre un petit dièse devant pour dire finalement je veux pas tous les éléments, je veux compter tous les éléments. Donc le comptage va se faire avec ce petit dièse rajouté devant le nom du tableau. Mais attention, il faut bien avoir entre crochets arrobas ou entre crochets étoile, sinon ça fonctionnera pas. Et la version arrobas est préférable à la version étoile, comme tout à l'heure avec ma règle d'or. Exemple, système égale entre parenthèses la liste des planètes du système solaire. Et je fais un écho, les $ entre accolades dièse système entre crochets arrobase, là il va compter le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau système, donc les dièse système entre crochets accolades, planètes sont $ entre accolades système entre crochets arrobase. Donc on voit que les deux écritures là elles sont quasiment identiques, à part qu'il y en a un qui a un dièse et l'autre qui a pas le dièse. Eh bien ça va faire les X planètes sont, et la deuxième il va lister toutes nos planètes, il va nous les afficher, va nous afficher notre tableau tel qu'il est affecté là, avec des espaces, donc on va avoir une chaîne de caractères avec toutes les planètes séparées par des espaces. Le parcours d'un tableau utilise une syntaxe donc qui est similaire à celle qu'on a vue dans la règle d'or, dont on vient de reparler là à l'instant, enfin qu'on vient d'évoquer à l'instant, pour l'accès donc aux différents paramètres d'un script. On utilise le $arrobase et on mettait entre guillemets ce $arrobase. C'était la règle d'or que je vous ai donnée après une série d'explications et de démonstrations. Eh bien ici c'est exactement la même chose, donc je vous la mets pas sous forme de règle d'or, mais il faut reprendre la règle d'or précédente et puis l'appliquer ici de la même manière. Pour parcourir tous les éléments d'un tableau, eh bien on va utiliser la syntaxe, enfin la forme avec l'arrobas, du $ entre accolades, le nom de notre tableau, entre crochets arrobas, et on va imbriquer ça, on va encadrer ça avec des guillemets autour de notre expression tous les éléments du tableau. Exemple, for plan in entre guillemets $ entre accolades planète entre crochets arrobase, do écho plan donne.
Un autre exemple sur l'intérêt des guillemets. On a donc un tableau course égale beurre, espace entre guillemets petit pain, espace lait. Fermez la parenthèse, on a donc 3 éléments dans notre tableau. Et je parcours donc mon tableau en prenant soin d'utiliser l'expression, enfin l'écriture que j'ai expliqué précédemment, d'encadrer par des guillemets le dollar entre accolade course, entre crochets arrobase, encadré par des guillemets, d'où echo-item donne. L'affichage va bien nous afficher nos 3 éléments, chacun sur une ligne. Si je n'ai pas les guillemets, je vais avoir la même chose que ce que j'ai montré précédemment avec les paramètres du script, où on avait fait tout un tas de démonstrations. Là, je vais pas les faire, mais si je mets pas les guillemets, eh ben je vais me retrouver avec beurre, sur une autre ligne petit, sur une autre ligne pain, et sur une autre ligne lait. Je vais avoir 4 éléments au lieu d'avoir 3, parce que dans notre liste, il n'y a que 3 éléments. Mettez toujours les guillemets. Il est possible d'affecter des valeurs à un tableau existant. Il faut que le tableau existe. Affecter, ça signifie quoi? Ça signifie soit ajouter des valeurs, soit remplacer des valeurs existantes. La syntaxe, elle est similaire à l'affectation, à la syntaxe d'affectation d'une variable lambda, d'une variable qui n'est pas un tableau ou une liste. Et c'est une syntaxe qu'on retrouve dans d'autres langages. C'est quelque chose d'assez traditionnel, la manière d'écrire. C'est le nom du tableau, entre crochets l'indice, et égale la valeur. Tout ça collé, il n'y a pas d'espace, hein, ni devant ni derrière le égal, je le répète, répète encore, mais je sais que certains d'entre vous vont mettre des espaces, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur là-dessus. Exemple, course égale, entre parenthèses, lait au fromage, et si je veux remplacer la syntaxe pour remplacer, c'est d'écrire donc course entre crochets, un indice qui existe déjà, par exemple l'indice 0, qui est l'indice du mot lait. Je fais égal chocolat, et bien je vais avoir maintenant, à la place de lait, je vais avoir chocolat. Si je veux rajouter, je fais un course entre crochets, un indice qui n'existe pas. Par exemple 8 égale pain demi entre guillemets. Donc là je vais avoir l'ajout d'un élément qui contient des espaces, mais c'est un élément, une valeur, qui va être à l'indice 8. Et là, on va noter tout de suite qu'il est possible d'utiliser des indices qui sont non consécutifs. C'est-à-dire que lait était à l'indice 0, eau était à l'indice 1, fromage à l'indice 2, parce que on a fait une création de tableau comme ça, en mettant des parenthèses, donc automatiquement, le bash va affecter 0, 1, 2, etc. Il va commencer à 0, et puis il va augmenter de 1 à chaque fois pour chaque élément. Quand on ajoute des éléments à la main, on peut spécifier un indice qui n'existe pas, et on n'a pas d'obligation à ce qu'il soit consécutif avec les autres. Donc là, j'ai utilisé l'indice 8, donc on va avoir 0, 1, 2, et 8. Et il n'y aura rien entre les deux. C'est ce qu'on appelle plutôt une clé, plutôt qu'un indice, parce que l'indice, il y a une notion peut-être comme en C, de dire si j'ai l'élément 8, ça veut dire que j'ai 7 éléments avant, et j'ai même 8 éléments avant puisqu'on commence à 0. Ici on n'est pas du tout sur la même manière de stocker, enfin Bash n'utilise pas la même manière de stocker les éléments, c'est pas un tableau comme dans Excel par exemple où on a des cellules qui se suivent les unes les autres, on est plus dans la notion de liste, c'est-à-dire l'affectation d'une série de valeurs où on va affecter une clé à une valeur, une autre clé à une autre valeur, etc. Donc il n'y a pas de notion de côté consécutif dans ces indices. Par contre, les indices sont obligatoirement numériques et ils sont évidemment uniques. Ils sont uniques parce que si je réutilise un indice qui existe déjà, il va pas rajouter une valeur, il va la remplacer. Et les valeurs sont triées par ordre croissant d'indices. Donc les indices sont obligatoirement des valeurs numériques, pas forcément consécutives, mais elles sont triées. Les valeurs, les valeurs sont triées par ordre croissant d'indices, c'est-à-dire que si j'affecte course de 8 égale pain demi, si j'affecte ensuite plus loin course de 5 égale du
qu'est-ce que j'ai pas, du beurre, eh bien, même si le 5 est arrivé après le 8, il se trouve que le 5 va être classé avant le 8 dans ma liste, puisque c'est trié par ordre croissant d'indices. Pour obtenir la liste des indices, on utilise la syntaxe, donc vous commencez à connaître, en fait, la syntaxe, c'est facile, ça va toujours être $ entre accolades, le nom de notre tableau entre crochets, arrobase, ça va être toujours ça, et la différence, c'est qu'on va avoir le petit caractère en plus qui a une différence, qui signifie autre chose. On avait le dièse tout à l'heure pour rien du tout, c'est la liste des valeurs. Le dièse devant le nom, c'est le nombre de valeurs dans notre tableau. Et pour obtenir la liste des indices, eh ben on met un point d'exclamation. Alors, c'est dur de trouver une explication logique au caractère qui est utilisé. Le dièse, éventuellement, pour compter, c'est quelque chose qui était assez classique. En anglais, ils mettent le dièse pour signifier un numéro de rang, par exemple, pour dire le nombre de quelque chose. Donc, ils mettent un dièse. Dièse 1 pour dire premier élément, dièse 2 pour dire le deuxième élément. Même dans la vie de tous les jours, hein, ils utilisent cette manière d'écrire en anglais. Mais le point d'exclamation, franchement, j'ai pas d'explication, j'ai pas de moyen mnémotechnique pour vous à vous donner. Donc le point d'exclamation, ça va nous retourner la liste des indices, mais sous forme aussi d'un tableau. Donc ça va nous retourner un tableau ou une liste, la liste des indices. Donc non pas les valeurs, mais les indices. Exemple, course égale entre parenthèses les espace O espace fromage. Course de 2 égale chocolat, donc a priori on va remplacer donc l'indice 2 c'est le troisième, c'est fromage. Course de 8 égale pain, donc on va rajouter un nouvel élément à l'indice 8 qui vaudra pain. Si je fais un écho $ entre accolades course de entre crochets arrobase, et ben il m'affiche les valeurs, ça on le connaît. Donc lait, eau, chocolat et pain. Et si on fait la même chose mais en mettant un point d'exclamation, eh bien on obtient 0, 1, 2, 8. Donc là on avait bien 0, 1, 2 les indices de départ pour l'affectation de course égale lait au fromage, 0, 1, 2. On a remplacé le 2 peut-être, mais on n'en a pas créé de nouveau. Et on en a rajouté un à l'indice 8. Comme je vous disais, si on avait rajouté un autre à l'indice 5, on aurait eu, après l'indice 8, eh bien on aurait eu 0, 1, 2, 5, 8. Il conserve l'ordre numérique, croissant. Du coup, il est possible de parcourir un tableau en utilisant ces indices comme critères de parcours, comme éléments de parcours. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit for lm in $ donc entre accolades point d'exclamation course entre crochets arrobase. Donc là, on va parcourir une liste, mais c'est la liste des indices et non pas la liste des valeurs. Et on va faire un do echo lm, donc lm c'est notre variable de boucle, donc on va afficher l'indice et derrière on va afficher la valeur qui se trouve à cet indice. Donc echo $lm espace $course de entre crochets $lm. Donc on va parcourir, on va avoir le numéro de l'indice et la valeur qui se trouve dans le tableau à cet indice. Parlons maintenant, donc j'ai terminé avec les tableaux. On va voir maintenant les valeurs par défaut. Souvent, on a besoin de tester qu'une variable contient une valeur cohérente par rapport à ce que doit faire le script. Tout ça pour éviter que le script ne plante. Exemple, si je fais un move $fic dans $hold, on a un risque. On a même un double risque. On a un risque si $fic est vide ou si $hold est vide. Qu'est-ce que ça fait? Ben pas grand chose de bon. Puisqu'en fait, si $fic est vide ou $hold est vide, prenons le cas de $hold, si fic contient Toto, ça va faire un move Toto, c'est tout. $hold étant vide, il va afficher une chaîne vide derrière, donc il va faire un move Toto. Ben, move Toto en quoi? Move, hein, je rappelle, pour ceux qui se rappelleraient plus que ça permet de renommer un fichier ou de déplacer un fichier. Donc renomme Toto en rien du tout. Ça va planter, ça va provoquer un message d'erreur. Une solution qui ici ne résout absolument rien, c'est de mettre entre guillemets nos variables. On va faire move entre guillemets $fic espace entre guillemets $hold.
Ça va rien changer à notre problème, puisque renommer Toto en un nom de fichier vide, il va pas aimer. Mais en tout cas, on va bien lui passer 2 paramètres, alors que dans notre première expression, on ne lui passait plus qu'un seul paramètre, le contenu, enfin le contenu de l'arfic. Donc ça va pas résoudre notre problème ici. Ça pourrait résoudre le problème pour d'autres types de commandes, ou d'autres scripts, d'autres paramètres de script, mais pour le move, ça marche pas. Première solution, faire un test. If test $fic égale vide, then, erreur, echo erreur, exit 1. Et on fait pareil pour la variable hold. Donc c'est une solution qui est acceptable pour le cas de move, puisqu'il faut absolument que fic et hold contiennent des valeurs non vides. Bon, ça peut être un peu lourd à écrire, surtout si on a beaucoup de paramètres comme ça à tester. Une autre solution, c'est de fournir une valeur par défaut si une variable est vide. Alors je dis pas que pour l'exemple de move c'est une solution idéale, mais on va voir des exemples où on peut trouver une solution, une parade acceptable. Comment on procède si la variable est vide ou inexistante et qu'on accède à cette variable-là, on souhaiterait dire soit tu prends la valeur de la variable, ou tu prends une valeur par défaut si la variable n'existe pas, ou si la variable est vide. Deux possibilités se présentent. Soit on fournit une valeur par défaut, mais sans modifier la variable, qui est donc actuellement vide. On dit, on veut, puisque la variable est vide, on veut utiliser une valeur par défaut, mais on veut pas toucher à la variable. On veut que, après, la variable soit toujours vide. On ne veut pas modifier son contenu, qui est actuellement vide, mais on veut pas lui affecter une valeur. Deuxième possibilité, on veut en même temps utiliser donc une valeur par défaut et en profiter pour affecter la variable qui est donc actuellement vide ou inexistante, et ben l'affecter avec cette variable, cette valeur par défaut. Et les syntaxes sont très similaires. Notez encore ça dans un coin. Sans affectation, voilà la syntaxe, c'est $ entre accolades le nom de ma variable, 2 points, tiré, ou un moins ou un tiré, hein, donc c'est voilà le tiré, et la valeur par défaut. Donc ça c'est l'utilisation d'une valeur par défaut, sans affectation, sans impact sur la variable non, sur la variable qui se trouve devant. Avec affectation, la syntaxe est la même, mais au lieu d'avoir un 2 points tiré, on a un 2 points égal. Exemple. Supposons qu'on ait une variable vil, soit inexistante, soit vide, au départ. Je fais un echo $vil 2 points tiré l'agnon, et je lui dis donc, en faisant un 2 points tiré, je lui dis, si jamais vil est vide ou inexistante, eh ben utilise le mot l'agnon à la place, dans l'expression. Et l'expression c'est echo de la variable. Comme la variable est vide, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher l'agnon. La ligne d'après, je fais un echo vil vaut $vil, et là je vois que ça m'affiche vil vaut rien du tout derrière. On voit bien que effectivement dans la première ligne il a utilisé l'agnon parce que vil était vide, mais que finalement il n'a pas du tout impacté la variable vil, elle est toujours vide après cette première ligne, puisque la deuxième ligne me l'affiche bien que la variable vil, bah il n'y a rien dedans. Je continue, troisième ligne, echo $vil 2 points égal cette fois-ci, ren. Vil est toujours vide, hein, on se rappelle, puisque la ligne 2, on a bien vu que ça nous affiche vil vaut avec rien du tout derrière, donc la variable vil est toujours vide. Ou même inexistante. Echo $vil 2 points égal, cette fois-ci on dit si soit tu m'affiches vil, soit si vil n'existe pas, soit si vil est vide, eh bien tu vas lui affecter le mot qui est ren derrière, et puis on va utiliser tout ça dans notre expression c'est un echo. Et ça nous affiche bien ren, comme pour la première ligne finalement. Mais la ligne 4, on va vérifier, echo vil vaut $vil, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a maintenant dans vil. Et là maintenant on s'aperçoit bien qu'effectivement, avec le 2 points égal, non seulement on a utilisé une valeur par défaut, mais en plus on a affecté notre variable qui maintenant vaut le contenu par défaut qui était ren. Dernière ligne, echo $vil 2 points égal Brest, je dis affiche-moi vil, si vil est vide, et bah utilise et affecte la variable Brest à cette ville-là, et ça m'affiche ren. Bah oui, bien sûr, parce que la variable n'étant plus vide, elle valait ren quand on arrive à la 5e ligne, donc la valeur par défaut n'est pas du tout utilisée, ça fonctionne comme attendu.
Alors, ça peut être plus pratique, effectivement, parfois, de proposer, au lieu d'avoir un message d'erreur, de proposer une solution de secours, on va dire. Exemple d'un script qui s'appelle compile, et qui fait un GCC du paramètre 1 passé à notre script. Donc on lui passe un paramètre 1 et il va donc compiler alors le paramètre 1 c'est un fichier .c puisque c'est un GCC qu'on fait ou un CC qu'on fait, une compilation. Donc on attend effectivement un fichier .c et -o on va générer un exécutable qui porte le nom passé en paramètre 2 de notre script. Mais on dit j'accepte que le paramètre 2 soit absent. Et dans ce cas-là, :out, eh bien tu vas remplacer ce qui aurait dû être arrivé par notre paramètre 2, eh bien tu vas utiliser le nom out comme nom par défaut. Du coup, on a deux usages possibles. On a un ./compile exo1.c espace exo1. Ça va compiler exo1.c en exo1, puisque le paramètre $1 ça va être exo1.c, et le paramètre 2 ça va être exo1. Donc là, il va compiler exo1.c en exo1. Mais deuxième syntaxe possible, on va faire un .compile / espace exo1.c, et je passe pas de deuxième paramètre. Dans ce cas-là, $2 étant absent, il va prendre la valeur par défaut qu'on lui propose, le out, de point tiré disant prend une valeur par défaut si $2 n'existe pas. Cette valeur par défaut étant out, il va donc nous compiler notre exo1 en out. On va maintenant parler des sous-chaînes. Et quelque chose qui est assez courant, c'est d'avoir besoin d'extraire du contenu d'une variable une sous-chaîne, une partie. On ne veut pas l'intégralité de notre variable, on veut juste un morceau de notre variable. Et la syntaxe est la suivante, $ entre accolades, ça vous commencez à le connaître celui-là, $ entre accolades, entre le nom de notre variable, le début de la sous-chaîne, la longueur de la sous-chaîne. Début commence toujours à l'indice 0. Et la longueur est optionnelle, et si on nommait la longueur, eh bien ça signifie on veut aller jusqu'au bout du contenu de la variable. Exemple, ville égale Lannion. Donc j'affecte une variable ville, avec le mot Lannion. Echo $ entre accolades ville 2.2, ça signifie que je veux afficher le contenu de la variable ville, mais en commençant à l'indice 2, c'est-à-dire le troisième caractère, puisqu'on commence toujours à 0, à l'indice 2 et sur 3 positions. L'indice 2, c'est bien le premier n, 3 positions, c'est n, ni. Donc ça va nous afficher n, ni. Echo $ville 2.4, là je dis que je vais commencer à l'indice 4, donc c'est-à-dire la 5e lettre, et je spécifie pas de longueur, ça signifie qu'on va aller jusqu'au bout du contenu de la variable. Donc la 5e lettre, donc à l'indice 4, la 5e lettre, c'est le i de Lannion, et j'ai pas spécifié de longueur, donc il va m'afficher tout jusqu'à la fin de Lannion, donc ION. Echo $ville 2.5, 2.100, eh bien ça va prendre la 5e, l'indice 5, c'est-à-dire le 6e caractère, et ça sur 100 caractères, sur 100 positions. Il se trouve qu'on n'a pas 100 positions, donc il va aller jusqu'à ce qui est plus de caractères derrière. Ça ne pose pas de problème de mettre une valeur qui soit supérieure à ce qu'il est capable ce qu'il trouve dans la variable. Donc on va avoir donc la sixième lettre, c'est le O de Lannion. Le dernier, le O de Lannion, il n'y en a qu'un. Donc ça va faire ON, et il s'arrête là, parce que il irait jusqu'à la 100e, jusqu'à 100 de long, mais comme il n'y en a que 2, il s'arrête au deuxième. Pour connaître la longueur de la valeur d'une variable, on utilise la syntaxe $ entre accolades dièse, le nom de notre variable. Et on retrouve notre dièse tout à l'heure, qui comptait pour un tableau ou une liste qui comptait le nombre d'éléments. Ici, ça compte tout simplement le nombre de caractères dans notre chaîne de caractères. Exemple, ville égale Rennes. Len égale $ entre accolades dièse ville. Ça va donc nous retourner la longueur du contenu de la variable ville, à savoir 6, puisque Rennes c'est 6 caractères, donc Len va valoir 6. Middle égale $, deux parenthèses, donc on se rappelle, $ deux parenthèses, c'est un calcul arithmétique et le résultat du calcul on l'affecte à la variable. Len divisé par 2,
Donc 6 divisé par 2, middle va valoir 3. Et on fait ensuite un echo, milieu égale $middle, donc milieu égale 3, ça s'affiche bien. Echo gauche égale $ville, 2.0, middle, donc on commence à l'indice 0 sur middle caractère, donc on va avoir de l'indice 0 sur 3 caractères, puisque middle vaut 3. Donc on va avoir la partie gauche, ren, R-E-N, et echo droite, $ville, 2 points, on commence à middle, et jusqu'à la fin. Donc la troisième position, enfin l'indice 3, c'est le quatrième caractère, donc le deuxième N de ren, NES, on va jusqu'à la fin de notre chaîne de caractères. Encore plus simple, les calculs en direct. Alors c'est les petites subtilités du bash, c'est qu'on a la possibilité de faire des calculs directement et uniquement dans ce type d'écriture de sous-chaîne de caractères. Ville égale l'agnon, len égale $dièse ville. Donc ça va nous mettre 3 et 4, 5, 6, 7 caractères pour l'agnon. Et ça va faire, ensuite on va faire un echo, donc len va valoir 7, echo $ville de 1 sur une longueur de len-2, donc de l'indice 1 sur une longueur de 5. L'indice 1 c'est le deuxième caractère, donc c'est le A de l'agnon, et sur 5 positions, A2NIO. Echo $ville, 2 points, len divisé par 2, donc 7 divisé par 2 ça va faire 3, parce que les calculs sont toujours des calculs entiers. Donc là on dit qu'on va afficher ville à partir de len sur 2, la position len sur 2, l'indice len sur 2, donc le len sur 2 ça va faire 3, donc ça va faire l'indice 3, c'est le quatrième caractère, sur, et ben jusqu'à la fin, puisqu'on ne spécifie pas de longueur, et bien on va avoir le NION. Et donc là on voit que len-2 et len divisé par 2, et bien on fait des calculs arithmétiques directement, sans avoir besoin de passer par un $, deux parenthèses, etc. C'est une subtilité du bash qu'il faut connaître et qu'il faut savoir utiliser. Maintenant, on va voir l'extraction par motif. Donc, les jokers du shell, du bash, peuvent être utilisés pour trouver une correspondance donc d'un motif dans le contenu d'une variable. Attention, on est sur des jokers du bash, on n'est pas du tout sur les jokers des expressions régulières, des regex d'un grep, par exemple, d'un y, par exemple. Si le motif est trouvé, c'est la partie qui correspond au motif qui est masquée. Donc, en fait, on cherche un motif pour le masquer, on cherche pas un motif pour le trouver, enfin, on cherche un motif pour le trouver, mais ce qu'on veut, c'est occulter cette partie-là. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est finalement l'usage le plus intéressant, c'est celui-là. C'est pas d'extraire un motif, enfin c'est pas d'afficher ce qui correspond au motif, c'est d'afficher ce qui correspond pas au motif. Alors je sais que ça peut paraître inattendu, mais c'est un choix bien pensé, parce que c'est beaucoup plus souvent ça dont on a besoin. On va voir des exemples. On a deux formes d'extraction. Le cas numéro 1, c'est l'extraction de la fin. Alors c'est le contenu d'une variable. Hein. On va extraire du contenu d'une variable la fin. Et la syntaxe, c'est $ entre accolades le nom de notre variable, dièse. Alors attention, le dièse qui signifie d'habitude le comptage, bah là c'est pas du tout le comptage. Dièse et notre motif. Donc il va rechercher le motif, il va le rechercher au début de la variable, et s'il le trouve, si ce motif est trouvé, il va gommer, il va enlever ce qui correspond à un motif, et il va nous retourner tout ce qui suit le motif. C'est pour ça qu'on extrait en fait finalement la fin, c'est-à-dire qu'on cherche au début le motif, et si on le trouve, eh ben on l'efface. La variable n'est pas du tout affectée, hein, mais ce que nous retourne la variable, cette partie de motif qui a été trouvée, eh ben elle n'est pas retournée, c'est tout ce qui suit le motif. Deuxième cas, on va voir des exemples, ça va être plus parlant. Deuxième cas, c'est l'extraction du début, donc c'est l'inverse, on va chercher à la fin du contenu de variable, on va chercher un motif, et si ce motif est trouvé, eh bien on va retourner ce qui se trouve devant le motif, ce qui ne correspond pas en fait au motif. Exemple de à la fin. On a une variable fic égale groupe a2.txt. Je fais un echo $fic dièse groupe, c'est-à-dire que je vais rechercher au début
je vais rechercher le mot groupe, et je vais dire, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve derrière. Donc ça va me retourner a2.txt. Et on voit bien que c'est plus intéressant de faire ça. Ça peut paraître bizarre de dire, on cherche un motif et puis finalement c'est pas ça qu'on utilise, c'est tout ce qui n'a pas matché le motif. Bah oui, mais ça m'apporte quoi de chercher le mot groupe si au final il m'affiche groupe. J'avais juste qu'à faire un écho groupe et puis j'avais exactement ce que je voulais. Donc c'est plus intéressant de dire je cherche le mot groupe de manière à pouvoir exploiter ce qui se trouve. Je sais que le mot groupe est là et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le truc que je connais pas. Donc le a2.txt. Donc ça me permet de gommer en fait cette partie-là. Encore une fois, la variable n'est pas du tout impactée. C'est dans l'expression. Au lieu de faire un $fic, j'utilise le contenu de fic, et ben là j'utilise le contenu de fic avec une partie gommée. La partie qui se trouve devant et qui correspond à l'expression joker que j'ai placé juste derrière le dièse. Fic égale trombi 2018.jpg, echo $fic dièse étoile point, donc je vais chercher au début, je vais rechercher n'importe quoi, suivi d'un point. Je vais le gommer et je vais récupérer tout ce qui suit. Et en fait, là, je vais récupérer le JPG. Promo égale 2018-19.list, echo $promo dièse, je vais chercher au début le mot promo, et il se trouve que je le trouve pas. Et ben dans ce cas-là, il gomme rien du tout puisqu'il l'a pas trouvé. Donc je vais récupérer, donc je vais faire un écho dans mon écho, je vais afficher l'intégralité de la variable promo puisque je lui ai dit, cherche-moi en début de contenu de variable le mot promo, et gomme-le si tu le trouves. Il le trouve pas, donc il y a aucun impact sur le contenu, on a le contenu intégral de la variable. Exemple au début, donc on avait des à la fin, là cette fois-ci on veut extraire ce qui se trouve au début. Fic égale list.txt.hold, je fais un echo $fic % cette fois-ci, pour dire que je veux gommer ce qui était à la fin, garder ce qui se trouve au début. Et je fais %.hold, donc finalement ça va m'afficher list.txt, donc il va chercher un point hold à la fin, il va le trouver et il va le gommer dans l'expression en me retournant juste la partie qui se trouve devant lui. Fic égale promo.txt, echo $fic %.hold, pareil, là il cherche un point hold à la fin, il le trouve pas, il n'y a rien de gommé, il me renvoie le contenu de ma variable intégralement. Fic égale note.ds.txt, echo $fic %, 2 points d'interrogation, point, 3 points d'interrogation. Je rappelle, ce sont des jokers du shell, pas des jokers regex. Donc les points d'interrogation signifient pour chacun un caractère. Donc on va chercher, à la fin, on va chercher deux caractères, suivi d'un point, suivi de 3 caractères. Donc ds.txt, ça va correspondre à ça. Il va donc le gommer, et on va garder jusque la partie qui se trouve devant, à savoir le mot note. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le motif est ambigu? Par exemple, on a un fic égale list.2018.txt et je fais un écho fic %, point étoile. C'est-à-dire que je vais chercher, à la fin, je vais chercher un point suivi de quelque chose. Le point étoile pourrait signifier point texte, mais aussi point 2018.txt. Comment il fonctionne? Eh bien, avec les syntaxes dièse et %, c'est toujours la correspondance la plus courte qui est utilisé. Donc si on a un list.2018.txt, si je fais un echo fic %, point étoile, eh bien il va gommer juste le point .txt qui se trouve à la fin. Cependant, il existe aussi des syntaxes qui fonctionnent en mode qu'on appelle glouton, greedy en anglais, c'est le terme que vous trouverez dans la littérature, et qui permettent effectivement de non plus d'avoir la correspondance la plus courte, mais la correspondance la plus longue qui soit utilisée. Et la syntaxe est simplement de doubler le symbole, dièse ou %, dans l'écriture de notre extraction du début ou de fin d'une variable. Exemple, donc je reprends le même exemple que précédemment, fic égale list.2018.txt, si je fais un echo $fic de, cette fois-ci, %, point étoile, eh bien il va plus nous supprimer la partie point .txt, mais il va nous supprimer la partie point .2018.txt, et on va aboutir à l'affichage juste du mot list. Quelques exemples, le comment fic égale /var/lib/db/users.hold, voilà le contenu de ma variable fic,
et je vais affecter à dirName, je vais lui affecter le $fic et je vais rechercher donc le dernier, alors pourcent, ce qui m'intéresse c'est d'extraire la partie du début, quand on a 1%. Donc je vais rechercher slash suivi de étoile, enfin suivi d'étoile, je vais rechercher le dernier slash et avec quelque chose derrière. Le name égale $fic de dièse étoile slash cette fois-ci. Donc je vais rechercher de manière gloutonne. Je vais rechercher, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ce qui se trouve à la fin. Donc je vais rechercher tout ce qui se trouve devant, donc étoile, devant le dernier slash. Donc je vais enlever cette partie-là et ne garder que ce qui se suit finalement le dernier slash. EXT égale $name de dièse étoile point. Donc là, je vais m'intéresser à enlever ce qui se trouve devant pour ne garder ce qui se trouve derrière, jusqu'au premier point. Donc c'est tout ce qui se trouve jusqu'au premier point, étoile, n'importe quoi jusqu'au premier point. Et baseName égale $name de point étoile, c'est-à-dire que je vais le dernier point et tout ce qui se trouve derrière, je vais le gommer et je vais récupérer ce qui se trouve devant. Ce qui nous donne comme résultat, donc le dirName va correspondre donc à la partie répertoire, /var /lib/db. Le baseName, $baseName, ça va être le nom de mon fichier, users, et l'extension xt va être le hold.